et le son. Typiquement français aussi. Enfin bon. Je ne crois pas, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à cette question-là. D'ailleurs, en fait, il y a déjà des choses, encore dans, je pense plus à me souvenir, vous voyez, c'est très mauvais vu, je me rappelle, mais dans les cigares du pharaon aussi, ça m'avait frappé, c'est la première fois au fond qu'apparaît, ça c'est bon, c'est d'ailleurs très utilisé aujourd'hui dans le cinéma, c'est l'univers mental du personnage, hein, à un moment donné, je sais plus, Tintin imagine, imagine une situation, c'est cela, oui, elle est projetée, quoi. Et au fond, alors, dans le cinéma aujourd'hui, il y a de plus en plus, hein, ce mélange sans transition d'ailleurs, entre l'univers mental, l'imaginaire, la projection dans le futur, le passé, le présent. Oui, c'est juste, c'est vrai. Mais ça, c'est déjà des faits, en effet, déjà dans les cigares du pharaon. Certainement, à la suite, je suppose. Oui, encore que ça ne s'est pas tellement répandu à l'époque dans le cinéma. Comment dis-tu? Ben, je vais le prendre une seconde. Hein, je prends, merci. Allô, monsieur? Je crois que là, on peut... on peut passer. Hein. Oui, éventuellement plus tard. Oui, ça on peut revenir. Oui, à ce moment-là, j'ai noté ça ici. Je dirais au choix des séquences. Oui, pardon. Influence des lectures. Au début, pour moi, au début de mes lectures, d'abord j'ai commencé à lire très tard, parce que le milieu dans lequel je vivais n'était pas un milieu intellectuel. Et je crois que un de mes premiers livres a été Les Trois Mousquetaires, qui ont été une révélation fabuleuse pour moi. Et encore maintenant, quand je relis ça de temps en temps, c'est du cousu humain, n'est-ce pas? C'est très bien fait. Il y a tout ce que j'aime là-dedans, une espèce de réalisme du décor, hein, des personnages bien typés, le sens de l'action et du dialogue, inutile de le dire, et des personnages alors qui ressortent comme de vraies images. Hein. Donc les Trois Mousquetaires, certainement. Moi aussi, ça m'a été difficile de penser que ça n'était pas historique. Aussi. Puis alors, ça a été suivi par 20 ans après, l'Iconouvrage de l'homme. Mais la mort de Porthos, c'était quelque chose d'épouvantable. Hein. C'est très bien fait ces choses-là. Et c'est bien senti. Trois hommes dans un bateau, oui, bien entendu, avec Mark Twain, Jérôme K. Jérôme a été une des deux mamelles aussi de l'humour, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai lu encore à l'époque? Mais bien, je ne m'en souviens plus. Dickens, j'ai lu beaucoup plus tard, et ça m'a aussi été une révélation. C'est aussi un grand écrivain. Proust, c'est venu beaucoup plus tard. C'était quelque part aussi Gaston Leroux. J'ai lu La fiancée du soleil, sûrement, et je ne sais plus à quelle époque. C'est difficilement dire ça, mais enfin, ça m'avait frappé aussi. Ça a été certainement à l'origine du Temple du Soleil, certainement. Et donc, ces Incas, eux, à lui, sont très méchants. Hein, le crâne petite valise, le crâne pain de sucre, et je ne sais pas encore. Je n'ai pas lu ça. Je n'ai pas lu ça. C'est terrible, ça. Ça m'a fortement frappé. Oui, aventure au mot. Là, si vous voulez, je vais y penser aussi. Oui, d'accord. Parce que j'ai peu de souvenirs. De jalonner un peu. Je n'ai pas lu Jules Verne. Pas du tout. Donc, et pas plus tard non plus. Non. Il y a un moment pour tout ça ne m'intéressait plus. À ce moment-là, j'ai essayé de lire ça, mais ça c'est tout de même, on est à une autre époque quand même. Il faut dire que moi, je n'ai pas fait l'expérience de le relire. Non. Vous l'avez lu? Oui, quand j'étais adolescent, je l'ai lu, mais depuis, je ne me suis jamais attardé. J'ai lu le général Dourakine, c'est tout ce que j'ai lu en Madame de Sévigné. Le Comtesse de Ségur, qu'est-ce que je raconte maintenant? Le Comtesse de Ségur. Et c'est tout ce que j'ai lu. Tout le reste, je n'ai pas lu non plus. Donc, je n'ai pas de vrais souvenirs de vraies lectures enfantines. Je n'en ai pas.
Là aussi, évolution, goût et influence ultérieure. Goût. Mes goûts ont évolué, bien entendu, mais je ne sais pas si ça a beaucoup... ça a eu une influence, mais pas visible, je crois. Ça a fait partie, toutes ces lectures ont fait partie de tous les facteurs qui m'ont influencé et qui ont contribué à mon évolution, mais je ne retrouverai pas, je crois, l'influence de tel ou tel bouquin. Il est possible, hein, je vais encore le marquer aussi, tiens, parce que... Et au fond, justement, dans vos lectures, enfin, je veux dire, est-ce que vous êtes aussi un lecteur, un grand lecteur, un lecteur, je veux dire, d'actualité, Oui. lecteur de journaux, lecteur d'hebdomadaires? Non, non, pas hebdomadaire, non. De journaux très peu, mais des livres sociologiques, enfin, des livres sur l'époque actuelle, surtout, enfin, le Bonheur en plus de François de Closet qui vient paraître il n'y a pas tellement longtemps, des bouquins sur le regain américain, Théodore, pour une contre-culture, Théodore Rossac, enfin des choses comme ça, hein, ou encore Marshall McLuhan, les galaxies Gutenberg et tout le reste, enfin. Donc tout ça, oui, quoi encore, Roland Barthes et des choses pareilles, enfin oui, mais non, l'article en général, l'article de journal, l'actualité, il y a des choses amusantes, hein, bien entendu, mais c'est fait trop légèrement en général. C'est fait pour être vu tout de suite, et ça vous donne simplement le goût d'aller le voir, de lire le livre lui-même, si c'est un bon livre. Donc je vais noter ça pour essayer de me souvenir, pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver un livre bien précis, avec une illustration. Oui, qui déclenche quelque chose. C'est pas facile d'ailleurs. Idem pour art plastique, il est certain que la fréquentation des peintres a eu une influence sur moi dans le sens toujours de la clarté, dans le sens du perfectionnisme et de la clarté, de la réflexion sur le travail. J'ai déjà répondu en partie, n'est-ce pas, en partie, avec d'une part, c'est Liechtenstein, qui est donc, c'est une réflexion sur les moyens de communication actuels, ceci. C'est à la fois les cathédrales de Monet. Donc il a fait, je ne sais pas si vous connaissez les cathédrales de Monet, bon, il en a fait une trentaine, je crois, à toutes les heures du jour et de la nuit. Et bien, Liechtenstein a repris cette cathédrale de Rouen, et il l'a fait à différentes heures du jour et de la nuit également, avec des moyens de reproduction journalistique. Donc c'est assez important, c'est assez intéressant, une belle vision des choses. Moi, je trouve ça admirable, mais enfin, ça c'est tout à fait subjectif. Hein. Le goût pour le non figuratif, il se fait que j'ai commencé surtout à m'intéresser à la peinture il y a maintenant à peu près 12, 13, 14 ans. 12 ans, je ne m'intéressais pas fortement, oui vaguement de très loin. Il s'est fait qu'un de mes amis a ouvert une galerie ici à côté, c'est un des hommes que je connais, qui s'y connaît le mieux en peinture, de Belgique, ici certainement. C'est très très fort pour la fréquentation des peintres et des peintures, des musées et des peintres aussi, on a fréquenté. Et c'était la grande période de l'art abstrait. On a annoncé la mort 36 fois, mais qui est toujours prématuré, puisque ça continue malgré tout, toujours. Mais je suis arrivé en plein dans l'art abstrait. Et ça m'a fortement frappé. J'ai mis un certain temps d'abord avant de pénétrer dans ce monde, bien entendu, parce qu'on ne pénètre pas tout de suite comme ça dans une peinture abstraite. Du jour au lendemain, il faut sentir, il faut en voir plusieurs, il faut comparer, comme dans tout. Et alors on sent un petit peu mieux. Et ça m'a été... j'ai beaucoup admiré cette peinture abstraite, pas tous, mais enfin l'idée elle-même, parce que d'abord c'était un contraste avec ce que je faisais, ça c'est certain, et puis qu'il y avait une telle... Et c'était en même temps de l'introspection pour le peintre, et que c'était en même temps pour le spectateur une méditation, beaucoup plus que la peinture figurative. Il y a moyen de beaucoup plus méditer devant une peinture abstraite, devant ça par exemple,
Là, on peut méditer là-devant beaucoup plus longuement. Un rapport plus actif Ça, avec sûrement, on demande beaucoup plus au spectateur que simplement de voir, je sais pas, un berger attaqué par des loups. Hein, Ou l'anecdote prend ou l'anecdote prend le dessus, certainement. Et je pense même pour les grandes œuvres du passé, notre sensibilité a été touchée, a été changée, et on ne voit plus du même œil maintenant, je ne sais pas, une peinture même de Van Gogh, encore que c'est très proche de nous ça, mais tout en tirant respectueusement son chapeau devant des œuvres, je dis Van Gogh, comme je dirais Renoir, ou comme je dirais même Ingres, moi je ne pourrais plus vivre avec cette peinture-là, j'aime bien de les voir, j'aime bien de les admirer, et puis de m'en aller et de revenir à autre chose. La sensibilité a changé certainement. C'est l'air du temps. C'est l'air du temps. Hein? Oui, justement, c'est d'autant plus frappant précisément, alors par ailleurs, pour un homme qui est centré justement sur le récit. Sur le récit, sur l'anecdote, tout à fait. Mais c'est un repos, alors que c'est très astreignant ceci, n'est-ce pas? C'est un repos pour moi de pouvoir voir une œuvre où il y a toutes sortes de choses philosophiques même là-dedans, c'est la flèche de Zénon, et puis c'est la lumière pure, etc. Il y a de tout là-dedans, et je puis regarder ça très longuement, sans me laisser distraire par, comme ce bras est bien rendu, on dirait qu'il va rire. Ça, ce n'est pas ça, enfin, ça ne m'intéresse moins que ça. C'est aussi l'air du temps, je pense, une réflexion, et il y a quelque chose qui fait qu'on rentre de plus en plus dans les choses maintenant. On ne reste plus à la surface. On va dans l'atome et on fait éclater l'atome et on regarde au microscope et on s'aperçoit de toutes sortes de choses. L'art non figuratif, pour ça, était une grande école. Hein. C'est au fond ça. Hein. On a d'abord fait des scènes entières où tout entrait en jeu, les primitifs faisaient ça, et c'est la Dieu et tout, et puis on a petit à petit fait des tableaux de chevalet, puis on a fait éclater la lumière, les impressionnistes, on a fait éclater les formes, les cubistes, on est finalement arrivé à entrer dans la matière, dans la lumière, la réfraction et tout. Bien. Totor, frère aîné de Tintin. Oui, bien sûr. Totor, je t'écoute, je crois que je vous ai raconté ça. Je crois qu'on peut passer rapidement. Totor est donc, il est né dans une revue belge, le Boy Scout belge, n'est-ce pas? Naissance de Tintin, je crois qu'on en a parlé également, je crois, hein, au XXe siècle. Très emprunté. Je ne les ai pas empruntés, ils sont imposés à moi. D'abord, il y a une chose, c'est que la tête de Tintin, c'était pour moi, peut-être, c'était une réminiscence de Bécassine, peut-être même, je n'en sais rien. Mais pour moi, en tout cas, je sais que quand je me suis lancé là-dedans, j'allais devoir faire ça pendant X semaines, et il fallait que ce personnage se ressemble d'une page à l'autre, d'un dessin à l'autre. Le plus simple, c'était de faire un rond. Si j'avais commencé par faire un visage avec des nez plats, etc., j'en serais jamais sorti. Hein, alors là, c'est par paresse, sans doute, que j'ai pris ce visage rond. Et surtout au début, les gestes que fait Tintin m'étaient suggérés par mon frère, qui avait un talent de mime assez extraordinaire. Il mimait les choses, et alors je m'imprégnais aussi de ces mouvements, et j'essayais de les restituer comme ça. Hein. Comment a-t-il évolué, grandi, changé au fil des années? C'est une difficile question, celle-là, parce que comment il a évolué, oui, bien sûr, et il évolue encore. Je crois que petit à petit, mais très petit à petit, hein, très lentement, hein, j'ai appris à dessiner. Et tout est là, je crois. Du point de vue graphique, en tout cas. Mon dessin est mieux, je prends davantage de croquis pour une pose ou l'autre, pour donner plus de vie. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il a évolué, il a grandi. Oui, un petit peu, c'est vrai, il a un petit peu grandi. Au début, là, il devait avoir dans les 14 ans quand il semblerait bien en avoir 17-18 maintenant. Mais là, justement, là aussi, on peut se demander s'il a grandi ou si,
Aujourd'hui, le garçon de 14 ans, n'est plus... il a Oui. peut-être l'apparence Oui. d'un Oui, garçon. en effet, oui, Hein. oui. Il n'est plus ce qu'il était, ça c'est certain. Il n'est plus ce qu'il était. Mais en fait, tout cela c'est une question d'évolution personnelle. Hein. Simplement, on évolue en même temps dans tous les domaines, y compris dans le... Parce que le personnage que je dessine, il sort de mon cerveau. Hein. C'est mon crayon qui est aidé, mais c'est de là que ça part. Hein. Donc, je le vois autrement. Mais ça vous paraissait toujours évident que, en fait, il ne pourrait pas vieillir. Je n'y ai jamais songé, mais au début, je n'y ai pas songé parce que je croyais, je considérais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je considérais ça plutôt comme une farce. Et une farce, les meilleures plaisanteries étant les plus courtes, je ne m'imaginais pas du tout que ça allait durer ni 2 ans, ni 5 ans, surtout, ni 10, ni 20, ni 40. Hein. Donc je n'ai jamais songé à cet aspect des choses. Mais petit à petit, quand on m'a fait remarquer pourquoi ne vieillit-il pas, parce qu'il doit rester comme ça, il est né comme ça, et c'est un petit personnage, et je ne vois pas pourquoi je devrais le faire vieillir. Ce serait dommage. Il est comme ça. Chaque lecteur, se projetant en lui, toujours au même âge. Donc, je n'ai jamais éprouvé le besoin de le faire vieillir. Ce qui fait que l'histoire évolue, c'est que d'autres personnages naissent à côté de lui, qui sont d'autres faces de moi-même, en fait. Hein. Ce sont des correctifs ou des observations de la vie ou des personnages que j'ai introduits là-dedans. Donc pour moi, quand on me dit aussi, mais pourquoi n'éprouvez-vous pas le besoin de faire quelque chose d'autre? Mais je fais quelque chose d'autre sans arrêt. J'ajoute sans arrêt. En fait, un peintre, je reviens toujours à ça, refait toute sa vie la même œuvre. Toujours, sans le savoir, il revient. Et moi aussi, mais chaque fois, cette œuvre s'enrichit. S'enrichit d'un personnage ou d'une nouvelle trouvaille technique ou une nouvelle trouvaille de conversation, enfin d'une bulle, une chose comme ça. Ça s'enrichit sans arrêt. Non, je crois que c'est vrai dans tous les modes d'expression. Enfin, moi, au moment où vous disiez ça, moi je pensais de façon précise à un cinéaste, je pensais à Bergman. Oui. D'une certaine façon, Bergman refait toujours le même film, encore que quand on voit le dernier, qu'on retourne alors 15 ans, mais on voit une évolution grande évolution. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Ces obsessions sont toujours là. Oui, je crois que c'est un caractéristique de l'auteur, quelqu'un qui a son univers. C'est ça. Oui. C'est pour ça que je n'ai jamais pu travailler non plus avec un scénariste. Jamais. La seule fois où je l'ai fait, c'était tout au début, avec Flûte, Nénès, Poussette et Cochonnet. C'était le comble de l'ennui et de la servitude, de l'asservissement pour moi. Oui, enfin, ça devenait une simple incroyable. L'idée de quelqu'un. Bien, ceci devient plus compliqué. Scénario, naissance de l'idée, cheminement de l'histoire. Comment naît une idée, hein? Vous le savez ou non? Vous ne le savez pas, brusquement. Non, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Hein. Il y a quelque chose, un contact qui se fait quelque part et brusquement vous songez à... C'est assez curieux d'ailleurs. Enfin bon, vous êtes à la campagne, où il fait beau, et puis tout à coup, je ne sais pas pourquoi, vous pensez brusquement à une œuvre littéraire, ou à un ami, ou brusquement à une situation qui s'est passée il y a 20 ans, et qui n'a aucun rapport, semble-t-il. Ça, c'est votre inconscient qui est en train de travailler. Et l'inconscient, c'est ça le choc, hein, c'est ça d'où vient l'idée. C'est un truc sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Hein. C'est même pas le subconscient, c'est l'inconscient. Hein. Et tout d'un coup, ça fait quelque chose, pas que ça vient, ça fait un éclair. Quand il est de génie, ça va, mais enfin, on ne sait pas. Ça vous arrive aussi, enfin, je suppose, de penser brusquement, mais qu'est-ce qui m'a fait penser à tel personnage, ou à tel parfum, et tout d'un coup un morceau de scène, et vous ne parvenez même plus à la ressaisir. C'est un truc qui vous échappe complètement. Complètement, vous n'êtes plus du tout maître de ça, et c'est venu parce qu'il y a eu un contact tout à coup, votre inconscient travaillant sans cesse, il y a eu un contact, c'est venu à votre conscience, une seconde, comme un petit éclair aussi, et puis ça a disparu, une petite flamme. Donc comment naît une idée, ça je ne sais pas.
Ça a toujours été comme ça ou bien à une époque où au fond vous travailliez mais de manière plus systématique, est-ce qu'à ce moment-là il y avait une oui, recherche oui. Mais au début, c'était simple, n'est-ce pas? Tintin partir au Congo, Tintin Vous part. en recherchez Je veux bien, un petit peu. Tintin va partir au Congo, Tintin va partir aux États-Unis. Mexique. Tintin va aller là-bas, et etc. À ce moment-là, c'était assez simple. Il n'y avait pas de scénario. À partir du moment où il y a un scénario, et où il n'y a plus de raison de l'envoyer là-bas plutôt que là, alors là, l'idée, quelle idée, pourquoi il y a je ne sais pas, c'est un mécanisme qui m'échappe totalement. Il m'échappe jusqu'au moment où tiens, si on faisait ça, et alors je commence à griffonner, à ce moment-là, oui, j'ai un contrôle là-dessus. Quoique, pourquoi je pense brusquement à ceci, pourquoi ai-je pensé justement, il y a j'étais dans les planches là, dans les Picaros, à la planche 40, 41, et brusquement, le général Alcazar qui vient d'arriver, donc c'est un guerriero, bon, et puis brusquement, pourquoi il est marié, et sa femme est là, c'est une américaine, avec des bigoudis et des trucs, vont encore dire que je suis misogyne. Là, je me suis d'ailleurs, tout à fait. Mais pourquoi elle songeait à ça au milieu d'autres histoires? C'était tellement comique tout à coup. C'est tellement drôle tout à coup ce guerriero affublé d'une femme épouvantable qui lui fait faire la vaisselle et des choses comme ça. Ça peut être très drôle. Hein? Mais comment y ai-je songé, je n'en sais rien. Je ne dis pas que c'est génial, hein? Mais enfin, comment cette idée est-elle née? Je n'en sais rien. À partir du moment où elle est là, alors bon, on peut la développer. Enfin, justement, pour prendre cet exemple Oui. précis-là, Tintin chez Picaros, bon, au départ de l'idée, je passe inconsciente comme vous dites, mais il y a sans doute une certaine actualité. Il y a une actualité. Incontestablement, je crois que c'est parti de Régis Debray. Ça n'a rien à voir avec Régis Debray, mais enfin, c'est parti de là. Che Guevara, Régis Debray, enfin, toute cette ambiance, de Tupamaros, tout ça. Il y aura un peu de tout ça, mais enfin, tout ça est aussi très, très différent. Ce n'est pas un reflet, n'est-ce pas, de ce qui se passe là, mais c'est une ambiance. Les choses les plus difficiles maintenant, dans mes Tintins actuels, c'est de faire en sorte que Tintin s'en aille quelque part. Parce que, jusqu'à présent, l'aventure est venue le trouver à domicile. Ce n'est pas un garçon qui cherche l'aventure. C'est l'aventure qui brusquement se présente à lui sous cette forme-ci ou sous cette forme-là. Et alors, bon, il y va. Hein? Mais la difficulté était, pour Tintin au Tibet par exemple, de le faire partir. J'avais envie de parler de l'abominable homme des neiges. Ça, oui, je voulais faire quelque chose là-dessus avec ça comme thème. Mais comment le faire partir pour le Tibet? À la recherche de l'abominable homme des neiges. C'était pas intéressant. Et le jour où il y a eu cette petite rencontre, en disant, bon, voilà, accident d'avion, Chang, rêve prémonitoire, bon, voilà, l'affaire, c'était fini ici. Moi, il avait fallu cette petite rencontre-là. Abominable homme des neiges, avion qui tombe dans les neiges. Hein. Ici, pour comment le faire partir, de nouveau pour l'Amérique du Sud. Hein. Pourquoi? Parce que justement, vous allez voir comment il y a un complot qui a été soi-disant ourdi par la Castafiore pour descendre le général Tapioca. Et lui, ce général Tapioca, qui s'engueule avec le capitaine Haddock par télégramme et par voie d'affiche et par la presse, invite pour finir le capitaine Haddock et Tintin et Tournesol à venir discuter loyalement de bout de gras là-bas. Très bien. Bon, c'est comme ça ils s'en vont. C'est Tintin qui ne veut pas partir cette fois-ci. Ah bon? D'habitude, c'est le capitaine Haddock qui ne veut pas le suivre cette fois-ci, c'est lui qui ne part pas, mais qui arrive quand même. Donc voilà, pour le faire partir là-bas, il a fallu trouver une petite astuce, et qui donne d'ailleurs, qui est toute l'histoire. Maintenant, c'est le nœud de l'affaire. Il est impliqué là-dedans. Il y a les ennemis du Tapioca, il y a la révolution qui va se faire, qui ne pourra se faire que grâce à lui d'ailleurs. Enfin bon, pas vous expliquer l'histoire, c'est trop compliqué. Non, c'est pas très compliqué. Préoccupation impérative. Préoccupation, oui, que ce soit bien fait, qu'on puisse suivre facilement, lisibilité, clarté, drôlerie, impératif, autant de pages,
autant de couleurs. Suspense à chaque page, suspense ou drôlerie à chaque page, enfin il faut quelque chose. Donc ce sont les impératifs. Et le nombre de pages joue un grand rôle aussi, c'est-à-dire que alors qu'au début je commençais une histoire sans savoir où elle s'arrêterait, maintenant je sais que 62 pages après ça va être terminé. C'est très embêtant ça. Très embêtant parce qu'il faut compter aussi. Hein? Et il faut prévoir. Je suis obligé maintenant à partir de la. Non, il faut un équilibre, il faut même une introduction, il faut un corps, il faut un dénouement, il faut expliquer des tas de choses. À un moment donné, il ne faut pas arriver à la toute dernière page non plus. Donc c'est pas facile, ça c'est très difficile, ça pour faire quelque chose de cohérent. C'est pas seulement une suite de gags, je raconte toute une histoire ici. Hein. Si c'est une suite de gags, c'est rien, on peut toujours s'arrêter à ce moment-là. Hein? C'est fini, Bob. On décide que c'est fini, mais ici pas. C'est la chose la plus difficile. Et c'est le travail le plus difficile consiste dans le découpage de l'histoire. Parce que je fais donc des petits carrés, je fais 2-3 pages de texte, mais pour le reste, c'est directement le découpage. Et le découpage, c'est donc trouver exactement voilà, les plans, les dialogues, la mise en scène de chacune des cases. Bon, je continue, ça va. Il faut aussi le suspense. Pour arriver, il faut ajouter un dessin ou un gag. Alors il faut resserrer, ou bien il faut allonger. Mais on ne peut pas allonger, on ne peut pas diluer non plus. Donc il faut nourrir ça alors, par autre chose. Bon, et je fais comme ça, disons, 10 pages. Et puis, tout à coup, j'arrive à la page 10, et je m'aperçois qu'à la page 2, le gag n'est pas bien fait, qu'il devrait être fait comme ceci. Je dois terminer à partir de 2, mais tous les autres doivent être faits aussi, parce que le décalage d'un seul dessin décale tout. Tout. C'est ça, c'est un travail épouvantable, celui-là. Il m'arrive, enfin, je fais des piles et des piles et des piles de choses, de croquis comme ça, hein. Des piles que je jette au fur et à mesure, parce que rien n'est... Je peux arriver, je veux dire, à la page 60, comme je suis maintenant, et trouver maintenant qu'à la page 3, je dois changer quelque chose. Tout le reste tout est à décaler. C'est pas rien. Enfin, ça nous verrons plus en détail d'ailleurs, on verra ça plus en détail. Je pensais aussi à parmi éventuellement les impératifs, donc ça sont les impératifs liés au récit proprement dit, à la technique, etc. Oui. Mais est-ce que il y a des conciliations qui interviennent entre ce que Tintin et les personnages peuvent faire et ne peuvent pas faire? Finalement, c'est aussi un album à mettre dans toutes les mains. Dans toutes les mains, oui. Mais ça ne me pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Vous savez, je n'ai pas, comme il y a des dessinateurs qui en ont, ou des écrivains, encore une fois, qui ont un enfer. Hein. Je ne sais pas si mon cerveau fonctionne, ou s'il a sa propre censure, certainement, mais ça ne me vient même pas à l'idée, je crois. L'histoire, pour moi, c'est une histoire, elle est comme ça, elle est... même je sais bien, même au point de vue mot, je pourrais dire merde, par exemple, je ne le fais pas, ça c'est évident, je ne le fais pas. Je crois qu'il y a moyen de le dire autrement. Donc je me censure moi-même, certainement. Mais je n'ai pas envie de montrer des scènes érotiques, par exemple, non plus, avec Tintin et Milou, ça ne me viendrait pas. Ça ne me vient pas à l'idée. Pas du tout. Pas du tout. C'est une aventure. C'est fabriqué comme ça, je ne sais pas comme... Encore une fois, ne croyez pas que je me compare. Hein. Mais Stevenson dit le trésor, tout ça. On dirait qu'il a écrit ça comme ça. Il n'a pas eu besoin de se torturer. Et non, moi, ça ne me torture pas du tout. Ce problème-là n'existe pas pour moi, pratiquement. Disons que le problème peut-être, qui pourrait apparaître, je me disais, c'est par exemple sur le plan de la violence. C'est-à-dire, là, est-ce jusqu'où... N'oubliez pas que mes dessins sont presque toujours humoristiques. Et même quand c'est très violent, la violence est désamorcée. Hein? C'est pour ça que j'ai encore réfléchi à ce que je vous avais dit l'autre jour, mais je crois que c'est la clé de tout ce que j'ai fait, c'est la réponse à tout ce qu'on m'a dit et tous les reproches qu'on a pu me faire, c'est de la caricature. Je ne dis pas que je n'ai pas été coupable de certaines choses à certains moments, mais dans l'ensemble, c'est de la caricature, et on ne peut pas prendre tout de même. C'est de l'humour, enfin, on peut dire des tas de choses comme ça, et tout ça est désamorcé, tout ça. Je ne pense pas qu'un gosse ait eu envie ou un gosse ou un adulte ait eu envie de faire
une chose violente parce qu'il l'a vu dans Tintin, ou bien parce que c'est toujours désamorcé. Hein? Je crois. Bon, impératif du découpage, on l'a vu. Hein? Ça, nous verrons, si vous voulez, d'une façon plus précise. Alors oui, là, c'est je ça, vous montrerai le le choix des dessins, le choix du découpage. Je vous montrerai quelques feuilles du découpage. Je vous montrerai le dessin, le brouillon, le dessin achevé, etc. Tout ça, on verra. Oui. Ce sera d'une façon, ce sera très simple, ça. Impératif, donc ça, on verra. Rapport et antériorité, dessin, texte, c'est exactement, ça n'est en même temps. Ça n'est exactement en même temps. Je ne pourrais pas vous dire. Pour moi, je vois les choses et ça parle. Oui. Alors je note, je fais un petit croquis que vous avez déjà vu sans doute. Vous avez vu des choses comme ça. Moi, je sais ce qui se passe. Oui, c'est très sommaire. Hein? Et vous voyez, pour moi, je vois bouger ces personnages et ils parlent en même temps. Mais évidemment, ces textes sont corrigés. Oui, ils sont corrigés. Voilà, ici, je remis dans certaines, j'ai mis la famille, non, je ne sais pas encore. Et donc, ça naît en même temps. Il n'y a pas d'intériorité. Je n'écris pas un texte que j'illustre. Je ne fais pas non plus des dessins auxquels j'ajoute des textes. C'est vraiment en même temps. Et c'est assez curieux parce que j'étais à Paris l'autre jour et j'ai rencontré Raymond Queneau, c'est un truc remarquable. Vous l'avez rencontré? Non, je l'ai vu en interview, mais jamais. C'est en interview, vous l'avez interviewé? Oui. Ah oui. bon, très bien. Très modeste, hein? Oui, très réservé, hein? Difficile à faire parler, mais il n'y a pas. Sans extrêmement réservé, extrêmement sur le défensif. Et très gentiment d'ailleurs, il m'a parlé de deux, trois mots de Tintin qu'il connaissait, sans doute connaître bien, enfin qu'il connaissait en tout cas, dont il connaissait en tout cas l'existence. Et il me dit, comment procédez-vous donc le texte que vous écrivez? D'après quel texte partez-vous? Je ne pars pas d'un texte. Et ça, j'ai visiblement vu de l'affolement dans son regard, parce que c'est un littéraire. Comment vous n'écrivez pas? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça? C'était vraiment, on voyait la plus grande surprise. C'est un homme de verbe. C'est un homme d'écriture. Il a besoin de ce support-là pour partir la vie. Donc pour lui, c'est la galaxie Gutenberg. C'est l'écrit. Oui, en fait, ça a été longtemps comme ça pour le cinéma aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cinéastes, de réalisateurs qui ne peuvent pas dissocier leur film. Mais non, c'est sûr. Non, ça part comme ça. Donc, ici, en tout cas, c'est exactement ça. Ça naît en même temps, simultanément. Ça paraît d'ailleurs en plus, ça me semble très logique dans la mesure où c'est un univers très réaliste. Souvent, donc il va de soi que les gens parlent. Mais oui, c'est sûr. Je ne fais pas de description, je ne suis pas un bon écrivain, je ne sais pas écrire pour expliquer quelque chose ou écrire une lettre ou des choses comme ça. Ça m'est pénible. Mais ici, le dialogue, ça oui. C'est un dialogue, c'est presque du théâtre, enfin, ou théâtre ou cinéma. Dont je serais metteur en scène, comédien, preneur de son et tout ce que vous voulez. Enfin, ici, c'est ça. Donc, choix des cadrages, ça, je crois que ça, encore une fois, c'est une chose inexplicable. Il y a parfois que comme j'ai fait 2 cadres de plans américains, par exemple, je vais faire un plan général ou pour un peu varier à ce moment-là, pour donner de la vie, ou un contre-champ, des choses comme ça, oui, on utilise des termes de cinéma. Mais comment je vois les choses, pourquoi je fais plutôt un plan général qu'un plan américain, je ne sais pas. Je crois que de plus en plus je vais vers les gros plans parce que je suis de plus en plus attiré par les êtres. Et c'est-à-dire ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a là. Leur expression, leur sourire, leur chef, ce qui est le chef, ce qui les détermine vraiment, c'est-à-dire leur pensée. C'est peut-être ça, un petit peu ça. Mon Tintin se ralentit aussi de ce point de vue-là. Du point de vue de l'action, vous comprenez?
Je m'attarde davantage sur des visages, même si ce sont des caricatures, enfin, c'est pour essayer de faire comprendre des états d'âme, enfin. Non, n'exagérons pas, hein, c'est pas du freudisme. C'est pas de la psychanalyse. Bon. Ça met au deuxième degré. Comment? Ou alors ça Oui, met oui, au oui, deuxième bien degré. sûr, oui. Choix des cadrages, donc. Ça, c'est la partie dont on n'est pas toujours conscient. C'est pourquoi tout à coup je vais faire un grand dessin, parce que j'en ai envie, parce qu'il me semble que c'est mieux. Hein? Pourquoi j'ai on peut se lever une seconde peut-être. Ah non, on va perdre du temps. Ah non, pas du tout. Le trajet, ils viennent d'arriver au camp. Hein? Ils tombent sur le but, ils sont tentés, ces petits carrosses se sont tentés du coup, le même après ils trouvent un paf, chiffre, dans tous les coins, ils vont se voir passer. Et un gros plan, pourquoi ici? Là, il faut tout de même qu'il y ait face à face, et puis après, c'est comme si la caméra balayait. Les deux en passant. Et chaque fois, il y a un dialogue en plus. Je suis assez content de cette façon de découper la chose. Pourquoi? Oui, encore que, effectivement, maintenant, après coup, on peut très bien. Après coup, ça paraît tout à fait évident. Ça paraît évident. Le plan Oui. d'ensemble. Ça paraît évident, oui. Après coup, toujours. C'est la situation. Oui, bon, c'est juste. C'est Oui. où, quand, comment. C'est ça. Puis, D'abord, c'est là, c'est au camp, on le voit, on voit toute la scène, sa colère, la réaction des autres, et puis alors. On rentre là. Bon. Ça tourne sans arrêt. Oui, Même ça a pris ceci. Vous croyez? Oui, Ah oui. C'est d'ailleurs l'avantage et l'inconvénient de ce oui. micro, c'est parfait pour ceci. Ah oui. Mais c'est un inconvénient, c'est que finalement ça prend à peu près tout. Alors la pièce de monnaie qui tombe qui tombe là aussi. c'est Michel aussi. Oui. Enfin, pas, en l'occurrence, il passe sur le tapis. Non, pas ici. Non. Donc, différence entre brouillons successifs en vent d'écale sur feuille de vitre. Il n'y a qu'un brouillon, il y a une feuille de brouillon, une seule feuille de brouillon pour tout le travail. C'est-à-dire que là, je peux me défouler. Hein, c'est là dont on parlait de ça tout à l'heure. Ma passion, si vous voulez, c'est là, en avant, en marche. Hein, je me défoule, je donne libre cours à ma rage parfois, parce que je n'y arrive pas tout de suite. Un personnage, je griffonne, quitte parfois à percer le papier de fureur, n'est-ce pas? Et quand c'est tout cela, quand un dessin de ces dessins qui sont sur une de ces feuilles de brouillon me paraît au point, quand je ne pourrais plus, semble-t-il, l'améliorer, sauf à y travailler encore pendant alors 1 an, alors de ça, je prends un calque que je remplis de crayon derrière et je le reporte, après l'avoir refroidi, donc j'ai refroidi ce dessin, je le porte sur une autre feuille. Il y a en dessous tout ce qui est la violence ou la vie de ce dessin, j'essaye de la préserver, c'est ça qui est important, mais donc la lisibilité du dessin, sa forme générale et même les détails sont refroidis. C'est comme si je les refroidissais. Mais en dessous, il y a quand même, c'est chargé quand même, il y a un potentiel de vie qui reste. Et je crois que c'est bon parce que j'élimine au fur et à mesure tout ce qui est parasite et ce qui est inutile. Quand vous disiez ça, j'étais en train de me demander si c'était vrai aussi pour les personnages. Est-ce qu'au fond, en dehors de ce qui apparaît d'eux dans les aventures, c'est-à-dire dans les albums, pour vous, ils ont une autre vie, ils ont une biographie. Ils ont une véritable biographie, c'est-à-dire que pour moi, tout ce qui apparaît maintenant d'eux, c'est comme l'iceberg, mais il y a en dessous des tas d'histoires. Et ça peut se relier. Si on voulait, il y aurait moyen de faire une analyse des caractères de tous ces personnages, même si on ne voit apparaître que de temps en temps, parce qu'il y a une sorte de continuité, une certaine logique. C'est pas ce que j'y pense, c'est que, au fond, ces personnages, tout ça, c'est une grande méditation, hein, ça n'a l'air de rien non plus, mais ça demande beaucoup de méditation, de réflexion, avant de... Ce qui apparaît là n'est aussi que la partie émergée, n'est-ce pas? Hein? Bon, collaborateurs, rôle de chacun d'eux.
sont très spécialisés. Non, pas très. Non, pas très. Sauf l'un ou l'autre pour des machines. Et encore, pour des avions et pour les autos, des choses comme ça. Mais sinon, vous avez vu Bob de Moore tout à l'heure qui ouvrait la porte là. Bob de Moore est un spécialiste, lui, du décor. Et, par exemple, pour ici, le travail que ça demande, qui consiste d'abord à prendre des bouquins, à choisir les bouquins qui vont nous aider. Bon, je ne parle maintenant que de bouquins, je ne parle pas de visite sur place, rien que les bouquins. À les décortiquer, à lire le texte qui se rapporte par exemple ici au Brésil, la forêt vierge, enfin le Mato Grosso, des choses comme ça. Donner des descriptions, trouver là-dedans quelque chose qui n'est pas graphique, mais qui va pour lui devenir graphique. Le travail de décortiquer donc, des documents photographiques, c'est fantastique ce que ça demande parce que une photo en général apporte peu d'informations. Le dessin est infiniment plus riche en informations parce que dans la photo il y a des zones d'ombre où on doit deviner, c'est-à-dire l'œil reconstitue le tout, mais il y a des zones d'ombre. Eh bien lui reconstitue vraiment tout ça, que ce soit un arbre, un uniforme, une arme, n'importe quoi, une plante, un animal, et il le fait admirablement bien. C'est aussi un très long travail, la documentation. Très long travail. Même chose d'ailleurs pour les avions, les autos, enfin les engins qui doivent être par terre, ça, là, qui doivent rouler ou qui doivent voler, il faut qu'on sente que c'est vrai. Là, c'est plus facile, en ce sens que c'est plus technique, et qu'il existe des plans d'appareils, d'avions, il existe des plans d'automobiles et toutes sortes de façons de les voir. Enfin, donc c'est facilement explicable. Il y a toutes sortes de choses, c'est au fur et à mesure des travaux qu'on verra ça, mais par exemple pour un bateau, faire flotter un bateau, parce qu'on peut dessiner un bateau, c'est pas compliqué, mais le mettre tout juste où il faut, avec la limite de l'eau à tel endroit, hein, pour qu'il flotte, pour qu'on sente qu'il soit à la fois pesant et que l'eau, qu'il déplace de l'eau. Tout ça, c'est vraiment... Il faut vivre un peu tout ça, il faut vraiment le prendre au sérieux, le prendre pas au tragique, mais au sérieux, faire ça convenablement comme... Pour un des albums, on a fait un voyage sur un cargo, Bob et moi, sur un cargo, on connaissait seulement à Göteborg, mais enfin, on a fait une traversée à bord d'un bateau pour prendre des croquis, des photographies, voir comment ça se passait à bord, sentir un bateau. On l'a fait, c'est essayé, c'est un bateau, c'est un cargo. On a refait l'île Noire, c'est un remake ça, mais enfin il est parti en Angleterre, il est allé prendre des croquis, des photos, tout ça. C'est beaucoup mieux qu'avant, quoi. Mais c'est un gros travail. Alors il y a donc ça, il y a ce travail-là, qui est le travail le plus important, les décors. Moi je dessine en général mes personnages, et puis je sais le décor dans lequel l'action se déroule. Bon, je donne à De Moore qui lui... une case par exemple, en quelques traits, il parvient à donner une case. Je ne sais pas si je vais la trouver ici. Enfin, à l'intérieur d'une hutte, il parvient à le faire en très peu de traits. Mais voilà. Il a vraiment décortiqué ça, ça a l'air de rien quand c'est fait une fois de plus. Mais voilà. Même chose ici, il n'y a pas de texte. Oui, accessoires techniques, il n'y a pas grand-chose. Coloriage, évidemment, il y a des madames là, qui font le coloriage. Influence sur le déroulement du récit, sur style. Au fond, je parle très peu de mon histoire. De temps en temps, avec De Moore et l'un ou l'autre, peut-être, je fais le point. Je fais le point. Qu'est-ce que voilà l'histoire, comment tiens. Alors naissent des idées, mais en général, encore une fois, je me laisse guider surtout par moi-même.
par moi-même. C'est pas Ce frustrant qui pour eux, parfois. Mais peut-être bien. Il faut que je fasse attention à cette chose. Oui, je le fais quelquefois, mais pas assez, sans doute. Pas assez. C'est peut-être raison de signaler. Je n'y pense pas assez. On est terriblement égoïste quand on fait son travail. Hein. Oui, hein. Bah, remarquez, vous avez raison. Hein. Peut-être, je ne sais pas, je crois. Leur influence sur le déroulement du récit et sur le style, sur le récit. Parfois, si quelqu'un me donne une idée, ça, il est évident que je l'accepte tout de suite et sans aucune reconnaissance. C'est-à-dire que 5 minutes après, c'est mon idée. C'est plus l'idée d'un autre. Hein. Je l'oublie totalement. Hein. Dans les plus noires ingratitudes, parce que ça s'est passé à travers moi, je l'ai assimilé et c'est mon idée. Ça, à travers vous. Je pourrais difficilement, dans mes histoires, dire que c'est une idée d'un tel ou d'un tel. Or, il y en a eu certainement. C'est passé par moi et très ingrat, mais c'est comme ça. Donc, sur le style, ça, je ne crois pas. Là, je ne crois pas qu'il y ait une influence quelconque, ce serait plutôt le contraire. C'est parce que, sans arrêt, j'ai toujours voulu... Comment dire donc, quand j'ai créé mon style à moi, je crois, enfin, mon style, enfin, oui, en essayant toujours d'être le... Pour moi, c'est photographique, hein, cependant, c'est pas photographique. Hein. Mais pour moi, j'essaye d'être le plus réaliste possible. Mais je ne pense pas que certains de mes collaborateurs aient eu une influence et puissent avoir... Je ne sais pas du tout que je rejette la possibilité, n'est-ce pas ?